Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la voix de Saïra. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas très bien comment commencer cet épisode. J'ai ouvert mon micro un peu de façon très impulsive. C'est un épisode qui aura des bruits parasites parce que ma chatte se promène dans la pièce et fait ses ongles. Parce que c'est le soir, mais pas assez la nuit pour qu'il n'y ait pas de bruit de voiture. Mes voisins sont encore réveillés, donc eux aussi font du bruit. Mais j'avais besoin d'ouvrir mon micro. Dans la continuité du dernier épisode, je continue à être dans ce tourbillon de choses qui m'arrivent, de belles choses qui m'arrivent. Je suis vraiment dans cette phase du cycle où je récolte. Et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et non seulement je récolte, mais en fait je me rends compte qu'en fait ça fait longtemps que je récolte. C'est juste que parfois on ne se rend pas compte qu'on est en train de récolter des choses parce que c'est une question de perspective. Voilà, parfois on voit que le côté négatif et on ne se rend pas compte que ce qui nous arrive est aussi magnifique. Et là je suis dans un moment où vraiment il y a il y a tellement de choses qui se passent, je saurais même pas par où commencer. C'est un vortex, c'est vraiment c'est. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'allumer mon micro, c'est que je pensais à plein de choses et à un moment, je suis tombée sur une photo de moi. C'est, je pense, ma plus ancienne photo sur Facebook. Elle date de 2010. Mais en réalité, je pense qu'elle a été prise avant 2010. C'est une photo de moi qui est tellement pixelisée que je sais pas comment vous dire, mais elle est vraiment pixelisée. Je suis complètement floue dessus. Tellement il y a de pixels. Je pense que c'est une photo qui a dû être faite avec un Nokia. c'est, c'est assez incroyable. Et je pense que je me souviens un peu du moment où j'ai fait la photo. J'étais chez une amie à moi, chez mon amie Eva. Et je vois son étagère derrière. Et je me vois moi avec les cheveux lisses. Parce qu'à l'époque, c'était une époque où je lissais mes cheveux. Et je savais même pas pourquoi je lissais mes cheveux juste, j'avais jamais pensé qu'on pouvait se coiffer autrement qu'en les lissant. c'est, c'est fou, mais ils m'allaient très bien, hein, mais ils étaient très lisses. Donc je suis là avec mes cheveux lisses et j'ai vraiment l'air si jeune. Et moi, la première chose que je vois, c'est que j'ai l'air mince. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai changé depuis. Mais oui, j'ai l'air jeune, quoi. Et en même temps, je suis extrêmement belle. Et en même temps, j'ai déjà ce petit truc que j'ai aujourd'hui. J'ai un regard très rebelle dans cette photo. Enfin, moi, je me trouve très rebelle. Il y a un truc vraiment cru que peuvent avoir les adolescentes de 13 ans, finalement, euh, qui est une espèce de franchise. Et c'est ce que je vois chez moi. Et en même temps, quand j'ai regardé cette photo tout à l'heure, j'ai vraiment commencé presque à pleurer. Parce que quand je la regarde, je me souviens de tout ce qui se passait à ce moment-là pour cette fille. Et c'était dur, c'était dur. Et en même temps, elle se rendait pas compte que c'était dur.
C'est bizarre. Les mémoires, c'est quelque chose de tellement bizarre. Il y a tellement de façons. Je me souviens plus exactement ce que je ressentais à l'époque. Vous savez, parfois, quand on a des souvenirs, on ne sait plus si la façon dont on décrit le souvenir, c'est notre analyse actuelle de l'époque ou si c'est vraiment comment on se sentait à l'époque. Et je m'en veux de ne pas avoir gardé et de ne pas avoir assez documenté ces moments-là de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas en fait, je ne sais pas du tout. J'ai des souvenirs de comment je me sentais, j'ai des souvenirs de ce que je pouvais penser, mais en fait, il faudrait pouvoir, je sais pas trop comment rentrer en contact avec elle et lui demander. Et je sais pas, je sais pas. Mais je sais que c'était pas très facile. Je sais qu'il y avait déjà beaucoup de tristesse. Et en même temps, il y avait une envie de diversion qui était hallucinante. Une envie de s'amuser, une envie de découvrir, une envie de rigoler, d'être aimé. J'avais une envie d'être aimé qui était énorme. Énorme. J'avais envie d'être aimé et d'aimer. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé pour moi à l'adolescence. Et c'est une énorme injustice. Je cherche mon amour. C'est une énorme injustice. Et en même temps, ça fait de moi qui je suis maintenant. Mais et puis c'est fou de la regarder et de me dire comment est-ce que je suis devenue qui je suis aujourd'hui, quoi. Le chemin est tellement énorme de où elle est et où je suis. Il y a littéralement une vie qui nous sépare. On n'est pas les mêmes personnes, quoi. C'est fou. C'est c'est fou. Comment en fait, on a plusieurs vies, on est plusieurs personnes. Enfin bref. Euh, Tout ça pour dire que ces derniers temps, il s'est passé quelque chose d'assez fort pour moi. C'est que j'ai recroisé une personne de mon passé. Je l'avais trouvé. Et, euh, et juste après, je suis allée faire un stage onirique. Je vous en avais déjà un petit peu, un petit peu parlé l'épisode dernier. Et, euh, et tout est lié. Et, et là, j'ai des petites épiphanies et je retombe sur des photos de moi qui ai 13 ans. Donc, quand j'étais petite, quand j'avais environ, je sais pas moi, j'étais petite. J'étais petite, je sais pas, on va dire en CM1, mais je pense que c'était avant le CM1. Je pense que c'était en CE1 ou en CE2. Quel âge on a en CE1 et en CE2? Je sais pas, mais je pense que c'était dans ces eaux-là. Dans la cour de récré. Je suis tombée amoureuse d'un garçon. Euh, et c'était un garçon qui s'appelait Thomas. Et, euh, et alors, je sais pas du tout comment ça se passe, les amourettes, à cet âge-là. Parce que moi, de ce que je m'en souvienne, j'ai vraiment eu un amour. Et c'était Thomas. Euh, Tomás, à la portugaise, qui est déjà très bizarre parce que c'était le même nom que mon frère. Donc là, déjà, c'est. Mais bon, écoutez, c'est ce qui s'est passé. Donc je vous raconte mon histoire. Euh, je tombe amoureuse de ce garçon. Et je l'aime très très fort. Et pour vous la faire très courte, il ne m'a jamais aimée. Et il a aimé toutes mes amies. Alors, il a jamais. Le contexte, hein, on a 6 ans. Voilà, je replace juste, resitue le contexte. Hein, mais il écrivait des lettres à toutes mes amies, à mes meilleures amies, à toutes, sauf à moi. Et, euh, et je savais que ça m'avait fait souffrir, mais j'avais jamais vraiment exploré à quel point la petite fille de 6 ans avait souffert de cette histoire. J'ai plusieurs souvenirs liés à ça. J'ai beaucoup de souvenirs où je le regarde.
où je le regarde et je me dis qu'il est si beau, mais pas beau physiquement, je trouvais que sa personne était belle. J'adorais ses yeux, j'adorais son regard. Quand il souriait, j'avais des trucs, des sensations dans mon ventre. J'adorais le voir sourire. C'était quelque chose d'assez perturbant. Et, euh, et je pense vraiment que j'étais amoureuse de lui. Vous savez, on dit que, je sais pas du tout, enfin, en général, on a tendance je sais pas, à infantiliser d'une certaine façon les amourettes infantiles. Moi, je pense que j'avais vraiment eu des sentiments pour ce garçon qui était très fort. Et je me souviens d'un jour où j'étais avec ma maman, on était en vacances et on était dans une maison. Et c'était les vacances, donc il y avait une piscine et j'étais triste. J'étais triste et ma maman était venue me voir et m'avait dit pourquoi j'étais triste. Et j'avais dit parce qu'il y a un garçon que j'aime, il m'aime pas. Enfin, elle savait très bien la situation parce que je pense que c'était évident. Mais, et je me souviens qu'elle avait fait un dessin où elle m'avait expliqué. Ah, ça fait drôlement bizarre. Elle avait fait un dessin où elle m'avait expliqué que parfois dans la vie, euh, nous on aime une personne et c'était vraiment un dessin avec des cercles et tout. Elle disait bah, il y a une fille et il y a un garçon. euh, et parfois, voilà, bah, ils peuvent s'aimer tous les deux, mais parfois ça arrive qu'il y en ait un qui aime et l'autre pas. Et on peut rien faire. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que tu as une fille ou un garçon, et puis il y a beaucoup de gens qui aiment cette fille et ce garçon. En même temps, ça arrive aussi. Et puis, en fait, elle m'avait expliqué qu'en gros, on pouvait aimer et ne pas être aimé. Et la personne qu'on aime pouvait aimer plein de personnes que nous, on aimait, mais elle ne les aimait pas. Je me souviens plus trop de ces discussions et je pense que ma mère ne s'en souvient plus, mais le simple fait qu'on ait dû m'expliquer ça, elle a dû m'expliquer que non, en fait, quand t'aimes quelqu'un, il t'aime pas forcément en retour, ou je sais pas, hein, elle voulait m'apaiser, elle voulait m'expliquer ma propre situation, que je pense que j'avais comprise, mais enfin, mais d'y repenser, j'arrive à réaccéder à l'émotion de la petite fille de 6 ans, et j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste que ce garçon ne m'aime pas. Et, euh, Et c'était dur. C'était pour une petite fille de 16 ans, c'est dur. Alors il y a des choses plus dures dans la vie, hein, mais bon, on n'est pas là pour faire pour donner l'Oscar à qui a le plus de souffrance dans le monde. Clairement, c'est pas moi. Mais ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment peiné. Et ce garçon, moi, je sais pas si je peux dire que je l'ai aimé pendant très longtemps, mais on va dire que je l'ai chéri pendant très longtemps, pendant jusqu'à mon adolescence. À un moment, ce n'était plus tant de l'amour, je sais pas comment vous dire, comme c'est l'était au début, c'est juste que j'ai toujours eu une douceur pour ce garçon. Je sais pas l'expliquer autrement, une douceur. Voilà. Qui s'est transformée en autre chose, peut-être en quelque chose de plus platonique, j'en sais rien, j'avais une douceur pour lui. On aimait les mêmes choses. Mais lui n'a pas gardé la même douceur pour moi, au contraire. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a grandi au fur et à mesure, etc. Et on est devenus adolescents, parce qu'il faut savoir que moi, j'étais dans une école où vraiment on était tous ensemble de la maternelle jusqu'à la terminale. Euh, et en grandissant, est arrivée l'adolescence. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à être très harcelée en particulier par les garçons de ma génération, enfin bref, de ma promotion, voilà. Et, euh, et, euh, et il en faisait partie. Je ferai peut-être un podcast dédié à l'harcèlement que j'ai vécu au collège-lycée. Enfin là, je pense que en vrai, c'est plutôt au collège. Je pourrais en parler. Je vais l'aborder un petit peu ici, mais j'en ferai, je pense, un sujet dédié ou voilà. Mais j'ai subi du harcèlement au collège de la part de garçons c'était un harcèlement qui était très dur, qui a duré environ, je pense, 1 an et demi, peut-être même 2 ans. Ça a laissé des traces et
Et ce qui était dur pour moi, voilà, c'est que ce garçon-là, pour qui j'avais une tendresse, on va dire ça comme ça, euh, il a fait partie en fait du groupe qui m'harcelait. Et bon, au début, il faisait partie dans le sens où il disait rien, où il rigolait. Et puis, il y a eu une ou deux fois où il a participé à du harcèlement. Et c'est quelque chose qui non seulement, c'est quelque chose qui me faisait bien sûr beaucoup, beaucoup de mal, mais en plus, ce qui me faisait aussi du mal, c'est que moi, je le voyais évoluer. C'est-à-dire que moi, je le voyais avoir des copines, etc. Et, euh, et j'étais très peinée et je sais pas si j'étais jalouse, mais ça me peinait parce que moi, j'avais la sensation que j'avais vu chez lui, dès le départ, quelque chose que personne d'autre n'avait vu. On rêvait d'un autre monde, un père plus doux. On avait les mêmes rêves, un cheval pour nous. J'avais vu chez lui une poésie, une douceur, une tendresse. J'avais vu chez lui quelque chose de vraiment beau, euh, au-delà du physique, parce que voilà quoi, j'avais vraiment vu chez lui quelque chose qui s'est révélé être vrai, puisqu'aujourd'hui il est devenu un artiste et qu'il continue à faire de la poésie, de la philo. Euh, et c'est assez fou. Enfin, j'avais vu chez lui quelque chose très vite, et je pense que j'avais vu chez lui à quel point on se ressemblait. Et ce qui est bizarre avec cette histoire, c'est que aujourd'hui, avec le recul et en l'ayant re-rencontré, je vous l'expliquerai dans quelques minutes, mais je l'ai finalement re-rencontré. Et il y a vraiment une espèce de miroir qui s'est tendu en fait entre moi et lui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me ressemblait, je sais pas, qui me rappelait ce que moi je cherchais pour moi et ce que moi je voyais en moi chez lui. Euh, voilà, je pense qu'en plus, il y a toute une théorie sur l'amour miroir, je sais plus qui, la cristallisation. Je me souviens des profs là. Et c'est drôle parce que les souvenirs que j'ai de ce que je viens de dire là, l'amour miroir et tout, c'est des souvenirs de cours de collège où on nous avait parlé de la cristallisation. Alors je sais pas du tout de quoi je parle. Si vous le savez, hein, que vous faites un peu de philo ou quoi, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que c'est juste des souvenirs. Je suis complètement immergée là dans des souvenirs collège et c'est ce qui me revient. Mais oui, il y avait un truc un peu dur là-dedans. Et puis il est parti en troisième. Il n'est pas parti de ma vie, mais il est parti du collège. Enfin bref, il est parti. Et moi, et puis nos vies ont bifurqué, on va dire ça comme ça. Et je ne l'ai plus jamais revu. Enfin si, je l'ai revu une fois à 18 ans. Et c'est drôle parce que même à 18 ans, ça m'avait fait quelque chose de le revoir. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. Je l'ai plus jamais revu, j'ai plus jamais repensé. Enfin voilà quoi, et j'ai plus jamais accédé à mes souvenirs d'enfant de 6 ans et de cet amour et tout ça. Même si en réalité il y avait quand même quelques souvenirs qui me revenaient. Je me souviens par exemple qu'il y avait un souvenir qui m'était revenu, qui était celui... en fait, il y a quelqu'un qui a dit le mot saphir. Et je me suis rappelé qu'en fait, quand on était en CM1, il y avait un exercice de français qu'on devait faire. Et en fait, l'exercice était très simple, c'est qu'on avait tous un dictionnaire, le petit Robert, si je ne me trompe pas en plus. Et il fallait qu'on cherche dedans notre mot préféré de tout le dictionnaire. Et je me souviens que j'avais ouvert le dictionnaire, j'avais choisi mon mot, je l'avais écrit dans un petit papier. Et là, j'entends Thomas, qui était assis pas très loin, qui dit à son camarade de bureau, qui lui dit
tu trouves pas que le mot saphir, c'est le plus beau mot du dictionnaire? Même le plus beau mot de tous les dictionnaires. Et ça m'a marqué parce qu'on avait choisi le même mot. Et je m'étais dit, mais c'est pas possible. C'est de tous les mots qu'il y a dans le dictionnaire, on a tous les deux choisi le même mot. Et je me souviens que quand j'ai eu à nouveau ce souvenir, j'ai été émue. J'ai été émue et voilà. Donc de temps en temps, quand même, ça revenait un petit peu. Et puis, se sont passées plusieurs choses dans ma vie. La première, c'est qu'il y a 4 ans, je me suis mise en couple avec la personne avec qui je suis actuellement, de laquelle je suis excessivement amoureuse et tout se passe très bien, qui, par un hasard, à ce point-là, je ne sais même pas si on peut appeler ça un hasard, porte le même prénom que le petit garçon dont j'étais amoureuse quand j'étais petite. Et qui, je trouve en plus, lui ressemble beaucoup dans plein d'aspects. Sauf que c'est la version, on va dire, plus évoluée, plus adulte. On va dire que c'est la version de lui qui s'est réincarnée quelques fois de plus sur Terre. C'est, je sais pas, le Pokémon évolué de ce garçon-là. Voilà. Et puis, il s'est passé autre chose, c'est que il y a quelques temps, je ne saurais pas dire combien de temps, 1 an, 2 ans, peut-être plus, j'ai commencé à beaucoup rêver de ce petit garçon et de l'adolescent, enfin, de ce premier amour. J'ai commencé à beaucoup rêver de lui. Beaucoup, 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 beaucoup. Et c'était à chaque fois des rêves très symboliques. Des rêves très symboliques où il se passe plein de choses. Je lui tire les cartes, il me tire les cartes, on se rencontre. C'est toujours quelque chose, pour moi, il a toujours ce regard vraiment d'aigle, perçant, mystique. Il a souvent les yeux très brillants. Et parfois, il pleure beaucoup. Parfois, il vient me voir, il pleure. Enfin, c'est vraiment des rêves assez fous, quoi. Et je comprenais pas pourquoi je continuais à rêver de lui. Et je comprenais pas cette chose, pourquoi est-ce que je rêvais de lui, etc., etc., etc. Et je me suis posé, j'avoue, vraiment, vraiment beaucoup de questions. Je me suis dit, mais ça se trouve, c'est un personnage, c'est une partie de moi, il représente une partie de moi. Euh, Toujours en pensant, souvent quand même, quand on rêve, on rêve un peu toujours un peu de nous-mêmes quand même. C'est des parties de nous-mêmes qui se répondent. Enfin, il y a plein de, je sais pas, c'est, je comprenais pas pourquoi je rêvais de lui. Je me disais, mais est-ce que je suis toujours amoureuse de ce petit garçon de 6 ans? Et puis, si j'y pense vraiment, vraiment bien, non, je suis pas amoureuse de ce garçon. C'est pas de l'amour. C'est autre chose. C'est pas de l'amour. Moi, j'appellerais ça une tendresse, je sais pas comment l'appeler en fait. C'est comme si la petite Sarah de 6 ans qui vit en moi ressent encore de la tendresse pour lui, mais la Sarah de 6 ans, c'est pas moi. C'est ça ce qui est fou. C'est comme. C'est bizarre, c'est particulier, je saurais pas le décrire, je sais pas si on peut décrire ça. Mais le fait est que je continuais à beaucoup rêver de lui, et ces derniers temps, les rêves s'étaient intensifiés, et j'en parlais à mes amis, je disais, voilà, mais je continue à rêver de lui. Et arrive un jour où je vois sur Instagram qu'il est sur Paris. Et, et je dis à mes amis, regardez, c'est drôle. C'est drôle, il est sur Paris. Il est en train de monter une exposition. Il faudrait peut-être que j'aille le voir. Et de fil en aiguille, il se trouve que voilà, mes amis ont concocté un petit plan. Euh, Elles l'ont appelé à leur café. Il est venu et on s'est vu. Je lis dans tes yeux
Et c'était bizarre. C'était pour moi un moment extrêmement mystique où je l'ai recroisé. Et en fait, c'est fou parce qu'il était exactement comme il était dans mes rêves. Tout, ses expressions, son sourire, sa voix. euh, je sais pas comment le dire, il a encore la façon de parler du petit garçon. Il a une façon de parler qui est presque enfantine, très douce. C'était, euh, c'était assez fou. Et en même temps, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je ne l'aime pas. J'ai compris que très clairement, moi, j'avais compris quelque chose que lui n'a pas compris. Et je pense que lui ne comprendra pas. Ou en tout cas, s'il l'a compris, il ne me le dit pas. Euh, Il y a eu aussi des moments de tension où on a parlé de choses du passé. Enfin, j'ai parlé de choses du passé. Euh, j'ai compris, j'ai compris que c'était quelqu'un qui fondamentalement n'aime pas le conflit, n'aime pas la confrontation, et il fuit la confrontation, il fuit le conflit, il a tendance à se taire et observer, à se mettre à l'écart des situations où il est inconfortable. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'avais besoin de voir et de comprendre. J'ai compris que c'était un garçon que je pouvais admirer sur beaucoup d'aspects. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez lui. Euh, Ce sont toutes des parties que je retrouve en moi. Il y a vraiment cet effet miroir qui joue vraiment. Je vois en lui une partie de moi, mais vraiment une partie de moi. Je sais pas comment le dire. Comme si un bout de mon âme vivait chez lui. C'est très bizarre, mais c'est ce que je sens. Euh, je sens qu'en le rencontrant, j'ai rencontré un bout de moi. Euh, et, euh, et, et c'était très intense pour moi. Une fois que mon ami avait fini son travail dans son café, on est allé dans un bar et on a bu aussi des verres et je lui ai tiré les cartes. Euh, et c'était fou parce que c'est littéralement un rêve qui s'est concrétisé parce que j'avais rêvé que je lui tirais les cartes et je lui ai tiré les cartes et il y avait une espèce de boucle qui était bouclée. Euh, c'était assez fou et c'était très important que ça se passe. C'était très important que je le rencontre ailleurs qu'en rêve parce que ça m'a confirmé que ce que je voyais en rêve, c'était exact. En fait, j'ai eu la sensation que j'avais rêvé. Tellement mes rêves, en fait, étaient similaires à ce que j'avais vécu en lui parlant et en lui tirant les cartes et en l'écoutant parler. Euh, j'ai compris plusieurs choses. Euh, et puis, il y a eu ce stage. Il y a eu ce stage qui traite quand même des rêves, donc c'est assez drôle qu'une semaine avant que je parte en stage onirique, je rencontre une personne qui a vécu dans mes rêves pendant 2 ans. Depuis j'ai plus jamais rêvé de lui, hein, je tiens quand même à le préciser. Un jour, je vous ferai moi aussi, peut-être, je vous parlerai un peu plus de ce stage, mais en gros, quand j'ai rencontré mon alter onirique, je me rends compte qu'en fait, il commence à y avoir trop de concordance, il commence à y avoir trop de... Il faut que j'explore. Il faut que j'explore qu'est-ce que c'est que cette histoire avec moi et les Thomas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ces personnages comme ça. Et je commence à m'intéresser à ces Thomas, à qui ils ont été dans la Bible, à... Je sais pas, je commence à essayer de creuser de la façon que je peux. Alors, on peut aller creuser des points de vue psychologiques. Ça, je le ferai peut-être en thérapie un jour. Mais je pense de toute façon qu'on peut toujours trouver deux façons de voir la vie, hein. On peut toujours trouver la façon un peu plus terre à terre, scientifique, qui prend la psychologie par exemple. Et puis après, on peut prendre aussi la version, on va dire, mystique, ésotérique, voilà, psychanalytique, je sais pas, qui est une autre façon de voir les choses. En fait, de toute façon, vous savez,
la vérité, on l'a pas. Donc moi, j'aime bien regarder deux globes en même temps. J'aime bien, j'aime bien, je sais pas moi, j'aime bien regarder la vie à travers des lunettes, on va dire, de la science, mais j'aime aussi les voir à travers de la boule de cristal. J'aime les deux visions de la vie, je pense que les deux vont très bien ensemble et je pense que les deux visions créent de la poésie. Du coup, pour la partie boule de cristal, euh, je suis allée creuser. Je suis allée creuser tout ça. Et tout d'abord, je me rends compte que effectivement, l'homme avec qui je suis actuellement, j'ai eu la même sensation quand je l'ai rencontré que quand j'ai rencontré ce premier garçon. J'ai vraiment la sensation de voir en lui un bout de moi qu'il porte en lui un bout de mon âme. Euh, et, euh, et c'est fou parce que j'étais j'ai commencé ma soirée en regardant mon c'est très bête, hein, ne faites pas ça, mais j'étais allée voir euh, en fait, j'étais tombée sur une photo sur Facebook euh, d'une fille qui, à l'époque, tout le monde était là. Oh là là, cette nana, elle est si belle, elle est si nanani. Tous les garçons parlaient, ouais, elle est géniale. Et en fait, j'ai regardé ces photos et je me suis dit, mais en fait, enfin, elle est banale. Enfin, je veux pas body shamer personne, je veux pas, mais voilà, c'était une personne complètement banale. Alors oui, jolie, hein, enfin, pour l'amour de Dieu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, jolie, tout ce que vous voulez, mais vraiment banale, et puis même, enfin, avec une vie très banale, enfin, quelqu'un, je sais pas comment dire, quoi, c'est banal, voilà. Et en fait, j'ai vraiment eu cette réflexion, mais qu'est-ce qui définit qui sont les beaux et qui sont les moches, qui sont ceux qui ont de la valeur et ceux qui n'ont pas de valeur? Parce qu'au final, cette fille-là, avec les lunettes de l'adolescence, les lunettes du groupe à cette époque-là, on était, ils étaient tous persuadés que c'était la fille, alors que je suis sûre qu'aujourd'hui, si la recroise, ils se diraient, oui, bon, voilà quoi, elle est banale, quoi. Je sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, peut-être qu'avec les lunettes d'autres groupes de la société, on dit qu'elle est banale. Enfin, tout ça pour dire que je l'avais trouvée vraiment, voilà quoi. Et je me suis dit, mais moi, en regardant mes photos de quand moi j'étais jeune, genre, j'étais tout aussi jolie qu'elle, honnêtement. Et moi, honnêtement, je me trouve même plus jolie qu'elle, mais ça, c'est moi. Mais tout ça pour dire que je ne comprenais pas, en fait. Je comprenais pas. Et puis, je suis, en scrollant sur ces photos, je tombe sur des photos d'elle avec une autre fille qui avait été en couple à l'époque, donc de l'adolescence, avec ce garçon de qui j'étais amoureuse quand j'étais petite. Et je me souviens que moi, à l'époque, j'étais pas, je sais pas, je peux pas dire si j'étais jalouse, parce que jalouse, il y a une notion de rage. J'étais triste. En fait, moi, je pense que j'ai jamais vraiment été jalouse. J'ai toujours été plutôt triste des situations que jalouse. J'étais triste parce que je voyais comment lui, il était avec elle. Et moi, c'était exactement ce que je recherchais. À une époque de l'adolescence où les gens, ils voulaient tester de faire l'amour, enfin, etc. Moi, je voulais tomber amoureuse. Moi, je voulais juste aimer et être aimée. Et c'est pour ça que j'ai jamais rien fait ni rien eu avec les gens, avec les garçons de mon collège. C'est tout simplement que moi, ça m'intéressait pas de juste embrasser ou coucher. Moi, je voulais être amoureuse, je voulais être aimée. Moi, je voulais pas. Enfin, c'était. Je voulais l'histoire d'amour, ok? On me l'avait vendue dans les films. Je la voulais. Et, euh, et je voyais que il continuait, il lui écrivait des poèmes, etc. Il était doux, il était. Et j'étais triste, voilà, de ne pas, que ce soit pas moi, quoi. Voilà, parce que je pense que c'est assez compréhensible quand même. Parfois tu ne m'as pas reconnu. Parfois je ne t'ai pas vu. Et ce qui participait encore plus de cette injustice, c'était le fait de me dire, est-ce que si il n'y aurait pas eu cet harcèlement, si seulement, si seulement, voilà, je n'avais pas été dépeinte
comme la personne a harcelé, dépeintes comme, je sais pas comment ils dépeignaient, mais je suppose comme une bizarre, comme une personne qui, comment on dit en français, da fastidio, qui est agaçante, voilà, qui est cringe, je sais pas comment, mais si j'avais pas été dépeinte comme ça par les autres, est-ce qu'il aurait vu chez moi aussi, en fait? Est-ce qu'il l'aurait vu chez moi? En fait, c'est ça la grande injustice, c'est le fait quand nous, on arrive à voir les autres, on arrive à lire dans leurs yeux et que personne n'arrive à lire dans les nôtres et que et ils se contentent d'une image dépeinte par le groupe en fait parce que le groupe a besoin de quelqu'un qu'il doit mettre de côté. Je sais pas si ça fait partie de l'équilibre du groupe, j'en sais rien, mais dans ce groupe-là, il y avait un besoin d'avoir constamment, en fait, quelqu'un qui était la personne qui devait prendre, je suppose, pour le groupe, la poubelle énergétique, j'en sais rien. Et ça avait été moi, quoi. C'était moi qui avait été. C'était mon rôle. Et, euh, et je me dis, si on se s'était pas contenté en fait de me dépeindre là où et c'est fou parce que ce truc de dépeindre les gens comme ça, c'est qu'en fait tu deviens un rôle, peu importe comment tu es. Par exemple, moi j'étais très belle. Alors, et c'est pas pour me vanter, mais voilà, j'étais vraiment très très belle. Je suis une femme et à l'époque encore plus, j'étais une jeune fille qui vraiment rentrer très bien dans les codes de beauté du féminin de l'époque. Hein. Et je sais parce que en dehors de mon lycée, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, les gens me voyaient comme quelqu'un de très beau. J'étais traitée comme quelqu'un de très belle. Mais dans le lycée, au sein de ce groupe, où mon rôle avait été celui de celle qui se faisait harceler, le bouc émissaire, etc., en fait, on me disait tous les jours que j'étais moche. Parce que, en fait, c'est pas vraiment réel parfois qui est moche et qui est beau. C'est qu'est-ce qu'on décide que la personne sera. Si on décide que quelqu'un est beau et que tout le monde te dit que quelqu'un est beau, tu le verras beau. En fait, au bout d'un moment, tu le verras beau. Il y avait des garçons, tout le monde disait qu'ils étaient beaux. Aujourd'hui, on s'est un peu. J'ai reparlé hein, des filles de mon lycée et tout, et on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, bah ouais, c'était bof quoi. Mais, enfin, je suis pas en train de faire une espèce de classement des beaux et des moches, mais pour dire qu'en fait, parfois, ces notions de beau et de moche, en réalité, c'est plutôt des décisions que le groupe il prend. Alors je sais pas comment est-ce que ces choses-là se mettent en place, mais une chose est sûre, c'est que moi, on avait déterminé que j'étais la moche et que j'allais être le bouc émissaire et je l'ai été pendant un certain temps et je pense que c'est une concurrence enfin c'est les circonstances qui ont fait que peut-être qu'il y a eu une faiblesse de ma part, enfin j'en sais rien, ou au contraire, il y a eu une non-faiblesse de ma part, je ne sais pas. Le fait est que pour moi, ça a été vraiment. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que je vis le plus comme une injustice, c'est de me dire, ok, en fait, tu as été faible parce que tu n'as pas lu dans mes yeux. Tu as lu dans les yeux du groupe. Et en fait, elle était là, toute ma rage envers ce garçon. Elle était là. C'était de me dire, en fait, tu n'as pas eu le courage de lire dans mes yeux. Tu as lu dans les yeux du groupe et tu m'as dépeinte comme le groupe m'a dépeinte. Tu n'as jamais réussi à lire dans mes yeux. Et même après l'avoir rencontré, où tout s'est bien passé, j'ai vu qu'il n'avait pas encore lu dans mes yeux. Alors, voilà, au bout d'un moment, c'est peine perdue et c'est pas grave. Et il faut aussi réussir à vivre, sachant que des gens ne verront jamais qui vous êtes, que des gens n'arriveront jamais à saisir votre essence, entre guillemets, quoi, qu'ils n'arriveront jamais à voir toute la beauté et toute la poésie qu'il y a en vous. Et il faut l'accepter, il faut vivre avec. C'est la vie, elle est comme ça. Enfin, et vous ne verrez pas toujours la beauté chez les autres et vous louperez aussi des occasions vraiment de malades, des gens incroyables, et on va louper, c'est comme ça, on le sait. Voilà, après on peut peut-être travailler dessus, on peut peut-être essayer de voir le meilleur dans chacun, enfin bref, après ça c'est nos discussions, mais la vérité c'est que une partie de ma souffrance, elle a été là-dedans. Cela fait un moment que nos âmes se croisent.
c'est con, mais vraiment, j'étais là, mais pourquoi moi j'ai été harcelée? Pourquoi? Le typique pourquoi moi? Pourquoi ça m'est tombé dessus? Euh, et là, je vais voir mes photos profil Facebook. Et en fait, moi, mon idée, c'était de scroller tout en arrière pour aller voir comment j'étais moi à l'époque. Et là, je regarde ma première photo profil et je me dis, ah ouais, ah ouais. J'étais... Enfin, je sais pourquoi. Putain, je sais pourquoi. Je pense que... Je sais pas, je pense que j'étais trop. Euh, je pense pas que les autres s'en rendaient compte. Non, ça, certainement non. Je pense que les autres ne pensaient pas que j'étais trop. Ils se disaient pas, ah, Sarah, elle est trop. Je pense pas. Mais je pense qu'en vrai, j'étais trop. Euh, j'étais trop. Euh, je sais pas comment le dire. C'est... j'étais... j'ai été tellement exclue du groupe que finalement, j'en suis devenue indépendante. Je pense que j'étais vraiment très intègre, euh, que j'étais beaucoup moi-même, et je pense que c'était profondément ça qui dérangeait. C'est que j'avais toujours un avis, c'est que je m'en foutais de plaire ou pas plaire. Enfin, c'est faux parce que clairement j'en souffrais, mais je sais pas comment vous dire, c'est que je pense que je savais pas plaire. C'est plutôt ça. C'est que je savais pas. Je savais pas plaire. Et donc malgré moi, j'ai pas plu. Et, euh, et en fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est juste que j'étais pas banale. Et je sais que ça paraît. En fait, j'ai du mal à m'exprimer ici parce que j'ai la sensation de de faire un peu ma supérieure. Euh, et, euh, et, et j'ai beaucoup parlé du fait d'être humble, mais là, je vais me permettre de ne pas être humble. Je pense que j'étais trop, je pense que j'étais pas banale, et que je pense que ces gens étaient très banals, et que, ou en tout cas, ils voulaient à l'époque beaucoup être normaux ou banals, et que moi, simplement, j'y arrivais pas parce que je l'étais pas. Voilà. Alors on peut me dire ego trip, on peut me dire tout ce que je veux, j'en suis convaincue. Euh, J'étais trop pour l'époque. Euh, et, euh, et en regardant cette photo, j'ai été en fait confrontée à plusieurs choses. C'est déjà le, de voir combien putain, mais combien je m'aime, combien je trouve que je suis incroyable, euh, combien il y a de force en moi. En une photo, on voit toute la force de mon regard, toute, euh, toute la guerrière qu'il y a en moi. Je vois le dragon qui habite en moi. Il est visible sur une photo. Et puis je sais qui a pris cette photo. Et je sais que c'est mon amoureux. Alter ego, tu es l'autre moi. Et je sais pas comment dire, c'est que Thomas et Thomas et Thomas. Trop de Thomas. Je sais que c'est lui c'est lui qui a vu ce dragon en fait. Et qui l'a photographié. Et je scrolle la deuxième photo. Et pim, une autre photo de lui, un autre dragon. Et, euh, et c'était tellement émouvant. Tellement émouvant. Et du coup, je prends mon téléphone pour lui faire un message. Et je reçois 3 petits cœurs de sa part. Avant même que je puisse lui envoyer quoi que ce soit. Et j'ai compris qu'il avait senti. Euh, j'ai été rechercher ce que voulait dire Thomas. Et Thomas, ça veut dire Gémeaux. Et, et je trouve que ça fait sens. Gémeaux. Je trouve que ça fait sens.
pour l'aspect miroir dont je parlais, le fait que je me vois dans ces Thomas, je me suis vue en eux. Le fait que mon frère s'appelle Thomas, on a très peu d'années d'écart, on est un peu des jumeaux, même si on ne l'est pas vraiment. Euh, mais ce premier amour qui était un Thomas, un Gémeaux, euh, et ce Thomas-là qui, voilà. Donc, je pense que j'ai toujours un peu été à la rencontre de moi-même, hein, à la rencontre de l'amour, l'âme jumelle, je sais pas. Je sais pas, je suis pas à fond dans les théories d'âme jumelle, je l'avoue que je trouve que c'est un peu bizarre comme théorie, très monogame, hein, toute cette histoire d'âme jumelle, mais voilà. Et bref, Sarah, dans la Bible, donc c'est Sarai à la base, qui est la femme d'Abraham, le prophète, et pour avoir des enfants, le couple demande à Dieu de leur donner un enfant parce qu'ils n'arrivent pas. Et du coup, Dieu leur concède ça. Alors, je ne connais pas toute l'histoire par cœur, mais je sais que ce qui se passe, c'est que Abraham, il s'appelle Abraham, donc il lui ajoute un H. Et Sarai, elle perd son I, mais elle prend le H, S-A-R-H, de son mari. Bon, moi, je m'appelle Sarah sans H, donc disons que ni Dieu ni maître. Non, comment c'est? Ni Dieu ni mec, pour le coup, parce que voilà, j'ai pas le I de Dieu ni le H d'Abraham. Donc voilà, je suis une Sarah libérée. N'empêche que Abraham, dans la Bible, c'était en fait un frère consanguin de Sarah. Elle se marie à un frère de la même. Alors, je sais plus si c'est de la même mère ou du même père, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a un des parents, c'est le même, quoi. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous êtes accrochés là? Parce que je sais que cet épisode, il n'est pas fluide comme les autres. On repassera pour la mention inceste. Voilà, quoi. Clairement, c'est un petit peu problématique. C'est même très problématique. Mais bon, je vous rassure, hein, mon compagnon actuel Thomas, c'est pas du tout quelqu'un de ma famille. Voilà, on reste dans du symbolique, ce qui est tout de même gênant, mais voilà quoi. On n'est pas complètement dedans. Comment dire, tout ça reste à creuser. Je pense que je suis encore au début de, de toute ma réflexion et de toutes mes découvertes là-dessus. Je sais juste que je vis quelque chose de très mystique avec mon compagnon actuel, que notre rencontre a été magique et que ça continue d'être magique et je sais qu'on est un couple magique. Eter ego de l'autre côté du miroir. Et justement, en fait, je commence vraiment à me demander s'il y a des gens que... En fait, c'est comme si on avait un grand amour qui était éparpillé sur plusieurs individus. Et en fait, ils sont là pour nous accompagner à des moments précis de notre vie. Et lui, il était là pour m'accompagner dans l'enfance. Euh, mais après, il nous faut d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est drôle, parce que la personne avec qui je suis aujourd'hui, je trouve que c'est la version 2.0, on va dire ça, la version un peu plus améliorée de mon amour, mais parce que c'est juste que c'était l'étape d'après. Et je m'en suis rendu compte en voyant en fait ce manque de combativité, on va dire, chez lui, qui est quelque chose qui au contraire, moi je recherche en fait, je recherche ça chez quelqu'un parce que moi je recherche chez les autres ce que je recherche chez moi, hein. Moi, fondamentalement, voilà quoi, et c'est justement là où j'ai tilté, où j'ai compris, ok, j'ai compris. J'ai compris en fait pourquoi on n'était pas destiné en fait à être plus. C'est parce que c'est exactement parce que tu as été de ceux qui ont pointé le doigt sur moi. Tu as été de ceux qui ont pas su lire mon regard et qui ont préféré se contenter du regard que le groupe proposait sur moi. En fait, c'était cette espèce de, entre guillemets, de faiblesse ou de facilité ou de peur, en fait, de peur de confronter le groupe, de peur de manque de combativité. En fait, c'est ça. C'était ça le truc qui a fait que ben,
on était destinés sans l'être vraiment, quoi. C'était, entre guillemets, on va dire, mort dans l'œuf, d'une certaine façon. C'était, on va dire, mon premier... C'est pour ça que cet amour n'a pas pu éclore, je pense, aussi. Donc c'est pas plus mal, même si ça m'a vraiment fait quelque chose de le retrouver. C'était bien sûr que c'était mystique parce que ça reste pour moi un bout de mon âme là-dedans. Je te cherche dans le miroir. Si on croit aux âmes qui s'incarnent et tout ça, je dirais que je croise des âmes que j'ai déjà connues, peut-être. Je sais pas ce qui se passe. Mais disons que peut-être que je suis capable de reconnaître des bouts de moi dans les autres. Ou peut-être que simplement je reproduis l'amour de mon enfance. C'est aussi possible que ce soit juste ça. Mais comme j'ai dit, j'aime bien mêler... j'aime bien garder en tête les deux versions. Je cherche rencontrer la personne qui se cache au fond de mes yeux. Je cherche. Il y a vraiment plein de belles choses et plein de belles synchronicités. Vous savez, le jour où mon compagnon Thomas est né, il a reçu une tortue qui s'appelait Sarah. Et ça peut vous sembler une belle coïncidence, mais ça devient plus mystique encore si je vous dis que quand j'étais petite, ma maman m'appelait la petite tortue. Te cherche partout, qui es-tu, qui es-tu? Et que ma chambre était remplie de peluches de tortues. Parce que ma mère trouvait que je ressemblais à une petite tortue quand je suis née. Je ne sais pas encore quoi penser de tout ça. Le fait est que je pense que j'ai juste eu la chance de savoir très vite la personne qui aurait pu me rendre heureuse. Et je pense qu'en fait, il y en a plusieurs dans le monde. Je sais pas, comme si nos âmes, elles étaient fragmentées en fait, en plusieurs personnes. Qui es-tu, que je cherche au fond de la rivière? Qui es-tu? Et que parfois on se reconnaît et parfois on se reconnaît pas. Et parfois il y en a qui en reconnaissent certaines, mais celles qu'ils ont reconnues ne les reconnaissent pas en retour. Et parfois il y a beaucoup d'âmes qui reconnaissent une âme. Peut-être qu'au final c'était ça que ma mère essayait de m'expliquer. Je retrouve partout Moi je sais que j'ai reconnu un bout d'âme chez lui. Alors que ce soit une âme jumelle, que ce soit un bout de moi ou quelque chose de beaucoup plus complexe, je ne sais pas. Je sais que j'ai fini par le trouver plus tard. Mais tout ça est beau, tout ça est magique et tout ça me remplit de gratitude. Et je réfléchis je pense à mon amoureux qui vraiment m'a fait éclore. Je pense qu'au moment où j'ai rencontré le premier Thomas, j'étais prête à éclore, mais que ça s'est pas fait. Et que quand j'ai rencontré le deuxième Thomas, c'était magique. Qui es-tu au fond du miroir? Qui es-tu de l'autre bout de la terre? Qui es-tu Parce que je pense qu'il m'a vraiment il m'a fait éclore et de la meilleure façon possible.
Et c'est juste magnifique ce que je vis avec lui et la personne que je deviens avec lui, parce que j'ai la sensation que plus je passe de temps avec lui, plus ça m'amène à devenir qui je suis. Alors, c'est pas facile et c'est pas si évident que ça. Enfin, dans le sens où c'est pas juste lui qui m'enseigne à devenir qui je suis, non, c'est en fait les confrontations qu'il y a entre nous, les disputes, mais aussi les voyages, les aventures, en fait tout ce qu'on traverse fait de moi qui je suis. Euh, et vous me direz, oui, mais t'aurais pu dire la même chose avec quelqu'un d'autre, et je pense que non. Honnêtement, je pense que non. Enfin, il y a une grande différence entre... Il y a des gens dans ma vie, ils ont fait mon histoire, mais ils n'ont pas fait qui je suis. Et je suis pas certaine que mon histoire, ce soit vraiment qui je suis. Enfin, oui et non. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a un truc qui... Je pense qu'on peut avoir une histoire, et en fait, on n'a jamais été nous dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Au fond de mes yeux, qui es-tu, au bord de la rivière, qui es-tu, qui Je pense qu'on peut vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Enfin, ou l'histoire que quelqu'un d'autre... On peut nous imposer une histoire. On peut nous imposer une vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, je pense que avec ce deuxième Thomas, je pense que je deviens vraiment qui je suis et que je vis vraiment ma vie. Et je suis très heureuse et je suis très émue. Et si tu tombes là-dessus, Thomas, sache que je t'aime très fort. Ta main dans ma main, qui es-tu, que je rencontre partout, qui es-tu, je connais ton prénom, qui es-tu. Voilà, c'est tout pour moi. Ce sera donc une déclaration d'amour. Je vous avais dit que j'aurais parlé de liberté aujourd'hui. Eh ben, ce n'est pas le cas. Et n'est-ce pas ça qu'une excellente preuve de liberté que de changer d'avis à la dernière minute? Je pense que oui. Ou pas. On verra au prochain épisode. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode qui, je pense, ne ressemble pas beaucoup au dernier, mais ce n'est pas grave. C'est le but, c'est que ce soit changeant. Merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Merci de m'avoir supporté. Ou au contraire, de m'avoir écouté avec amour et tendresse. Moi, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Qui es-tu, qui me hante dans mes rêves, qui es-tu,